Oh, bon, je pense que le bilan, il est positif parce que pour ceux qui nous suivent depuis la création pratiquement de cette organisation en 2016, voilà, ne vous dirons pas le contraire. Voilà, le Cri du Peuple est une organisation qui a fait suffisamment d'actions, s'est battue constamment aux côtés des populations, aux côtés des opprimés, aux côtés des plus faibles. Et je pense que si on doit égrener le chapelet d'actions que le Cri du Peuple a dû poser de sa création jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas sûr que l'interview puisse en tout cas contenir cela. Mais pour vous dire en résumé, le Cri du Peuple est une organisation qui se bat et qui continue toujours de faire son petit bonhomme de chemin. Nous prévoyons, bien évidemment, au titre de nos activités de l'année 2025, les assises de la jeunesse. Voilà, une activité nationale que nous allons organiser à Vavois le 15 mars à l'hôtel Les Pelles 2 de la ville de Vavois. Donc c'est un événement qui va réunir toute la jeunesse nationale et singulièrement la jeunesse de la ville de Vavois pour poser le diagnostic des problèmes que vivent au quotidien les jeunes qui malheureusement sont livrés à eux-mêmes et ne constituent pas une priorité dans la politique de développement de nos localités. Donc voilà plus ou moins les activités en perspective que le Cri du Peuple est en train d'organiser. Voilà. Moi, quand j'écoute souvent des gens dire non, bon, nous ne faisons pas la politique, on fait la politique, c'est une polémique qui pour moi n'a pas de sens, n'a pas lieu d'être. Nous sommes dans une cité et la gestion de la cité est une affaire de tous. Quand on parle de politique, c'est un package en quelque sorte. Donc, on ne peut pas se soustraire en tant que citoyen de tout ce qui peut se mener comme action politique dans son pays. Voilà pourquoi le Cri du Peuple, en tant qu'organisation citoyenne, se doit de se prononcer sur tout ce qui est de l'ordre de l'actualité sociopolitique. Ce n'est pas seulement que les questions politiques sur lesquelles le Cri du Peuple se prononce. Le Cri du Peuple se prononce sur plusieurs questions d'ordre social, par exemple. Mais nous estimons que quand il y a une question qui demeure d'actualité, une question qui demeure substantielle pour la vie de la nation, voilà, nous sommes en droit de nous prononcer là-dessus pour porter la voix des sans-voix et pour donner notre avis sur la question. Ok, merci beaucoup. Je pense que la question est tellement épineuse, la question est tellement bien posée, parce qu'elle est d'actualité d'ailleurs. Voyez-vous, je crois que j'ai même fait une sortie récemment pour essayer plus ou moins de donner la position de notre organisation sur la question. Ce n'est pas une doléance que nous sommes en train de faire à l'endroit de la commission électorale indépendante. C'est un fait. Et c'est de l'ordre de la loi. Puisque le code électoral lui-même dispose en son article 6 que la révision de la liste électorale doit se faire de façon annuelle, tenant compte des contingences, bien évidemment, du corps électoral. Donc nous ne sommes pas en train de supplier la commission électorale de faire quelque chose. Nous sommes en train d'interpeller la commission électorale sur ce qu'elle doit faire, qui est de l'ordre de la loi. Donc, surtout que d'ailleurs les moyens ont été décaissés, parce que je crois que le budget estimatif est connu de tout le monde aujourd'hui. Il est de l'ordre de 27,5 milliards. Donc, si l'argent est là, est-ce qu'il pose problème? C'est la question que nous nous posons. Est-ce la volonté manifeste de la commission électorale de ne pas vouloir faire cette commission électorale en 2025 et cette révision de la liste électorale en 2025 qui est de fait? Ou bien qu'est-ce qui coince véritablement? Qu'on nous dise réellement le vrai problème. Parce que figurez-vous que en 2024, je crois, lors du discours inaugural du président de la commission de la électorale indépendante, M. Koulibaly Kubier, il avait été question d'atteindre un objectif, selon ses propos. Et l'objectif était d'enrôler, dans une certaine perspective, plus de 4 millions d'Ivoiriens sur la liste électorale, de sorte à dynamiser cette liste électorale. Mais d'où vient-il que le président Kubier ne se soucie plus de cet objectif, qui manifestement a reçu l'assentiment de tous les Ivoiriens? Parce que 4 millions se battent pour qu'il y ait 4 millions de personnes inscrites sur la liste électorale. C'est un challenge qui méritait d'être relevé. Pour que, au soir des différentes élections, que ce soit présidentielles ou les élections locales, celui ou ceux qui doivent être portés à la tête des circonscriptions ou bien à la tête
du pays pour les élections présidentielles ne souffre d'aucune illégitimité. Mais on est écœuré de constater, avec toute la rhétorique juridique, quand on reconnaît au président de la commission électorale indépendante pour justifier l'injustifiable, qu'on nous fasse sortir des prétextes selon lesquels la révision de la liste électorale ne peut pas se tenir avant les élections présidentielles d'octobre pour certaines questions techniques. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être, ça n'a même pas lieu de faire débat. Il faut se plier à cette injonction qui émane de la loi. Sinon, comment on va justifier ces 27,5 milliards après? Il faut qu'on nous le dise. Je crois qu'on a vécu cette expérience avec les échéances passées. La révision de la liste électorale, je crois, en 2022 n'a pas pu se faire. Pourtant, le budget avait été décaissé. Après, on nous a pas dit où l'argent, puisque c'est l'argent du contribuable, où cet argent est passé. Bon, aujourd'hui, en 2025 encore, pendant que nous avons des élections présidentielles qui pointent à l'horizon, nous sommes surpris à Uri même de constater qu'on vient nous dire qu'on ne peut pas tenir dans les délais la révision de la liste électorale au titre de cette année 2025 pour avant les élections présidentielles. Nous, ça nous est peur. Donc, nous ne les demandons même pas d'ailleurs, nous exigeons que la commission électorale tienne compte de ces dispositions de la loi. Ça doit être fait, c'est un impératif. Il n'y a même pas lieu de faire débat en la matière. Nous avons eu plus de 900 000 personnes inscrites sur la liste électorale en 2024 lors de la révision de la liste électorale. Mais si en 2025, l'opération se fait, je crois qu'on aura peut-être plus que ça, parce que je crois au soir de la fermeture même de la révision de la liste électorale en 2024, nous aurions appris qu'il y a eu pratiquement 3 millions de certificats de nationalité qui avaient été distribués. Donc, ce qui veut dire qu'il y a d'autres Ivoiriens qui sont en possession de ces sésames-là, qui n'ont pas pu se faire enrôler. Donc, pourquoi ne pas initier ce processus-là pour permettre à tous ceux-là de pouvoir s'inscrire? Ça nous permettra d'avoir une liste électorale encore plus étoffée et créer assez d'engouement pour ces élections. Et c'est d'ailleurs pour cela, comme vous l'avez signifié tout à l'heure, nous avions fait la proposition de créer en interne une commission permanente pour la révision de la liste électorale. Pour nous, c'était un mécanisme qui allait permettre aux populations de se faire enrôler de façon régulière, tel que nous le faisons pour la confection de nos cartes nationales d'identité. Mais bon, nous continuons toujours de porter la voix pour que ce message soit entendu et que les décideurs tiennent compte de ces propositions-là, de sorte à créer une certaine fluidité pour permettre et éventuellement qu'on n'assiste pas à toute cette polémique qui se crée chaque fois quand il s'agit de révision de la liste électorale ou bien à l'approche des élections présidentielles. Donc, je crois que pour que ces élections-là se passent dans un climat de paix, il faut inéluctablement que nous puissions envisager la révision de la liste électorale là, en cette année pour que toutes les parties prenantes à ce dialogue-là puissent être satisfaites et qu'on évite des contestations au soir des résultats des élections. Pour l'instant, nous sommes en train de créer un mécanisme de pression aux côtés des autres acteurs politiques. Nous sommes la société civile, mais je crois que nous sommes la représentation même directe aussi des populations. Et ce que le peuple veut présentement, c'est qu'il y ait la révision de la liste électorale pour permettre au maximum d'Ivoiriens de s'inscrire, d'autant plus que les élections de 2025, les élections présidentielles de 2025 révèlent un enjeu capital. Donc, pour l'instant, le rôle que nous avons, c'est d'attirer l'attention des décideurs sur cet état de fait-là. Maintenant, après, nous aviserons. Au moment opportun, nous aviserons. Mais je crois qu'on ne va pas arriver à une situation de tension. Il faut qu'on évite d'arriver à une situation de tension au soir des élections. Les Ivoiriens ont trop payé le lourd tribut chaque fois de ces polémiques entre les hommes politiques pour des questions électorales. Il est temps que la commission électorale inspire confiance. Il faut que la commission électorale arrête de s'ériger en arbitre et partie prenante. Ça, nous l'avions signifié maintes fois. La commission électorale a un rôle de neutralité, un rôle de juge, si vous voulez, d'arbitre. Il faut que la commission électorale s'en tienne à cette disposition, à ce statut qui lui est reconnu. Outrepasser ce statut reviendrait à créer un climat de tension, un climat de psychose qui ne va manifestement pas arranger les choses. Donc, pour l'instant, c'est ce que nous faisons actuellement. Nous attirons l'attention des décideurs, nous créons un moyen de pression. Le moment venu, si satisfaction il n'y a pas,
en ce moment, chacun de nous avisera. La position du peuple est claire. Nous estimons que pour ces élections de 2025, il nous faut, bien évidemment, que ces élections-là se déroulent dans un climat apaisé, démocratique, transparent, mais aussi inclusif. Et nous tenons sur ce thème. Pour nous, l'inclusivité veut dire quoi? Il faut que tous les acteurs de la vie politique ivoirienne qui aspirent à participer à cette joute électorale-là puissent être régulièrement inscrits sur la liste électorale et participer à ces élections-là. De sorte à ce que, au soir de ces élections-là, celui qui gagne a gagné. Donc, pour que ces élections soient inclusives, il faut bien évidemment procéder à l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il faut aussi inscrire le président Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Il faut permettre le retour de l'ex-président de l'Assemblée nationale, M. Soro-Biom, qui est en exil. Et ça, je crois qu'il y a une disposition de la Constitution le prévoit. Aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Ça, il faut que le chef de l'État, quand même, arrive à faire preuve de grandeur, comme il sait si bien peut-être le faire, pour permettre au président Soro de rentrer et de participer à ces élections-là. Il faut permettre, bien évidemment aussi, au président Charles Blé Goudé du projet de participer à ces élections. C'est son droit le plus absolu. Il a manifesté déjà la volonté de présider au destiné du pays. Hier, le président Alassane Ouattara a bénéficié de cette faveur de la part de l'ex-président Laurent Gbagbo, LATI 48, qui lui a permis d'être candidat et aujourd'hui de diriger le pays. Donc je crois qu'à un moment donné, en politique, il faut faire preuve d'élégance politique. Il faut faire preuve d'élégance politique et de décrisper totalement l'atmosphère politique en permettant à tous ces acteurs qui, mine de rien, ont une part prépondérante dans l'histoire récente de notre pays. On connaît le poids que ces derniers, dont on vient de faire mention, ont pu avoir sur le climat sociopolitique ivoirien, sur la scène politique ivoirienne. Donc, mettre hors de cette compétition ces acteurs dont nous venons de parler ne fera qu'encore renforcer la tension déjà vive. Donc, pour nous, pour que ces élections se passent dans un climat apaisé, démocratique et inclusif, il faut tenir compte de tous ces acteurs-là. Il faut tenir compte de la participation de tous ces acteurs-là à ces élections à venir. Oh, mais ce que je viens de dire tout à l'heure est clair. Si le président déjà Alassane Ouattara manifeste la volonté de créer le débat entre les acteurs politiques, de créer le dialogue entre les acteurs politiques, de sorte à ce que tous ces acteurs dont on vient de parler puissent participer à cette joute électorale-là, le président prendra des dispositions. C'est vrai qu'ils sont frappés du coup de condamnation, tel que peut-être le président Laurent Gbagbo, qui est condamné il y a 20 ans. Mais si le président de la République prend une loi d'amnistie, je crois que ça peut essayer plus ou moins de décrisper l'atmosphère et permettre à ces acteurs-là de compétir. Même aussi cas de figure pour le président Charles Blé Goudé. Donc tout est une question de décision et de volonté manifeste de la part du chef de l'État de créer un climat serein, un climat qui rassure, un climat de confiance entre les acteurs politiques pour aller à cette joute électorale-là de façon apaisée. Donc tout dépend du président de la République. C'est une question politique. Il faut être assez profane pour penser que c'est une question forcément de droit. Et je crois qu'en certaines circonstances, la politique prime sur le droit parce qu'on a vu des cas de justice où après on est rentré dans une sorte de compromis politique. Donc je crois que tout peut se résoudre, tout peut se régler quand on est en politique. Mais moi je pense que c'est une polémique, selon moi, puérile et inutile, que les gens créent en quelque sorte autour de la question de la double nationalité du président Thiam. Quelqu'un a une double nationalité, il préside au destiné d'un parti politique assez important en Côte d'Ivoire, il décide d'entamer une procédure d'abandon de sa nationalité française et on prend cela pour créer une sorte de polémique qui pour moi n'envisage que nous détourner bien évidemment de ce qui est essentiel. Parce qu'à l'état actuel des choses, ce qui est essentiel, c'est la révision de la liste électorale. C'est ça qui est important pour le peuple ivoirien.
C'est la révision de la liste électorale. C'est des questions comme, par exemple, l'expropriation des terres de nos concitoyens, auquel on assiste, qui met en branle carrément tout un système, toute une administration qui essaie plus ou moins de donner une mauvaise image de notre administration à l'extérieur. Ça, ce sont des questions basiques. Ce sont des questions essentielles. Les questions les plus essentielles aujourd'hui, c'est comment l'argent du contribuable ivoirien est dépensé. Hier, on nous disait que les dirigeants achetaient des RAV4 pour donner à les maîtresses. Aujourd'hui, c'est des Range Rover qu'on donne à des maîtresses. Sans qu'on puisse nous apporter des démentis. Ah, mais quand on ne nous donne pas des moyens pour démentir ces informations que nous recevons, ce n'est pas bon. Cela dénote de ce que l'argent du contribuable est détourné ou est dépensé à d'autres fins. Ça, c'est des questions substantielles. Si aujourd'hui on paye des Range Rover, hier on a acheté des RAV4 pour donner à des maîtresses, aujourd'hui c'est des Range Rover, qu'est-ce qu'on achètera demain pour d'autres régimes qui viendront pour les maîtresses? C'est des questions basiques et substantielles qui pour nous autres en tant que citoyens méritent d'être posées. La cherté de la vie aujourd'hui, la surtaxe à tous les niveaux. Tu te lèves un matin, tout augmente. On ne peut plus se nourrir comme il se doit. Être père de famille aujourd'hui est une lourde responsabilité. Parce que tu as en charge ta famille. Tu ne peux même pas, ne serait-ce qu'avec 3000 francs même, nourrir une famille de 4 à 5 personnes ici à Abidjan. Le loyer n'est pas à portée des mains. Voyez-vous une commune comme Yopougon, par exemple, qui est une commune assez cosmopolite, qui était une commune où on retrouvait pratiquement toutes les classes sociales, où on pouvait, ne serait-ce qu'avoir au moins un petit studio à 35 000, 40 000 à l'époque. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Un studio, c'est au moins 50, 60 000. Et la même réalité est partout. Même les villes de l'intérieur, où on avait des studios à 20 000 à l'époque, 15 000. Aujourd'hui, vous êtes étonnés qu'à l'intérieur du pays, on vous donne le coût des loyers, où des studios coûtent pratiquement 40 000, voire même 50 000. C'est une réalité qui est là. Qu'est-ce qui justifie cette triste réalité qui, malheureusement, élargit le fossé, et crée encore, élargit le fossé entre les riches et les pauvres. Un climat qui fait de sorte que les pauvres s'appauvrissent davantage et les riches s'enrichissent. C'est malheureusement ce à quoi nous sommes confrontés au quotidien. Donc nous pensons que ce sont des questions là sur lesquelles il faut mener le débat. Donc en clair pour vous, et la non, question de la double nationalité, c'est un faux débat qu'on crée pour détourner l'attention des populations sur ce qui est essentiel. Attendons de voir au soir des dépôts de candidature si le président Thiam est apte ou pas. Mais tant que ce n'est pas le cas, il n'y a pas lieu, il n'y a pas matière à polémiquer sur la question. Pour moi, personnellement, c'est une personnalité qui a entamé cette démarche administrative. C'est à lui de juger de la période ou du calendrier approprié pour entamer cette démarche-là. Il l'a fait au moment où il estimait opportun. Mais pourquoi on veut prendre ça pour en faire un problème d'État? Je pense que c'est une affaire qui, malheureusement, est brandie sur la place publique pour chercher à casser un adversaire qu'on trouve gênant. Mais vous venez d'employer un terme qui malheureusement est édifiant. C'est un acharnement. C'est un acharnement contre des personnalités d'un camp politique. Ça nous donne l'impression d'assister à une justice à double vitesse en quelque sorte, une justice qui est à la solde d'un camp au détriment de l'autre camp. Or, la justice doit être assez impartiale. 20 ans, tu parles ici, 20 ans, pourvu que tu portes des propos contradictoires ou des propos qui vont à l'encontre de ce que le pouvoir dit, c'est condamné à 20 ans. Nous sommes dans une sorte de musellement qui ne dit pas son nom. Nous sommes dans un carcan où on veut empêcher les Ivoiriens de parler. Pourtant, nous disons à longueur de journée que nous sommes dans un État démocratique. Si nous sommes dans un État démocratique, il faut accepter la contradiction. Parce que c'est la contradiction même qui fait le substrat même de la démocratie. C'est ce qui donne vie à la démocratie. La liberté, c'est ce qui donne vie à la démocratie. Sans la liberté, la démocratie ne peut pas exister. Donc si nous disons que nous sommes en démocratie, il faut permettre que les différents pans de cette démocratie-là puissent s'exprimer pleinement. D'où vient-il qu'on dise que nous avons un appareil, une justice qui est là, qui soit là chaque fois en train de condamner à un point fini des gens
qui, malheureusement, pour moi, qu'on veut empêcher de parler. Donc, c'est un acharnement, comme vous le dites là, qui ne mérite même pas, qui n'a pas lieu d'être. Il faut que la justice ivoirienne revoie sa copie. Il faut que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Il ne faut pas que ça donne l'impression que l'exécutif a une même mise sur le judiciaire, parce que c'est ce à quoi nous assistons malheureusement. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, mais c'est tout à fait normal que ces partisans jugent son bilan inattaquable. Ça, on ne peut pas leur arracher cette volonté manifeste-là de juger le bilan de leur mentor ou de leur président inattaquable. C'est leur droit le plus... avec l'œil des citoyens, pour nous qui regardons avec l'œil du bas peuple, dans son aspect social, est carrément mitigé. Pour moi, il y a un échec à ce niveau-là, parce que je viens de signifier tout à l'heure là que tout augmente, tout est cher. Tout est cher. On parle de l'argent de travail, on parle c'est vrai, d'infrastructures. Mais quelles sont ces infrastructures si les hommes n'arrivent pas à se nourrir? Quelle est la valeur de ces routes, de ces ponts, si non seulement on n'arrive pas à créer des ponts entre les hommes? Parce que ça aussi, c'est ça qui est important. C'est vrai, les infrastructures sont là de façon physique, mais est-ce qu'on arrivait à bâtir des ponts entre les hommes, de sorte à ce qu'ils se parlent, de sorte à ce qu'ils se fréquentent? Aujourd'hui, malheureusement, on assiste à une société où les Ivoiriens sont en chien de faïence, où les Ivoiriens se méfient, où les gens ont peur de se fréquenter, parce qu'on a instauré un climat de tension. Aujourd'hui, on est dans une société où les gens ont du mal à manger. Avec tous ces déguerpissements, on n'en point fini. On a stoppé ces déguerpissements parce qu'on va aux élections présidentielles, il faut capter l'électorat pour ne pas. Mais c'est une réalité. Allez-y voir sous certains ponts. Les gens dorment jusqu'à présent sous des ponts. Du fait des déguerpissements auxquels on a assisté, des déguerpissements qu'on a jugés à l'époque déshumanisante. Les gens ont tenté plus ou moins de justifier ce fait-là sous un pseudo de développement. Mais c'est quoi le développement quand ça ne profite pas aux hommes de façon substantielle? Mais là encore, dans les dispositions de la loi, il est dit qu'il faut envisager un recasement d'abord avant de déguerpir. Donc c'est toute une procédure préalable qui doit être mise en exergue avant d'envisager un déguerpissement. Mais malheureusement, nous avons constaté ici sous nos cieux que des gens sont déguerpis mani militari avant d'envisager un recasement. Lequel recasement même souffert peut-être sous le fait de la pression populaire. Et comme on sait que la population grogne est en train de se plaindre de ces déguerpissements qui se font de façon déshumanisante, on craint ici quelque part, on fait une communication dessus pour dire voilà, on a recasé les gens ici. Mais pourtant, vous voyez que ces personnes n'ont pas été recasées véritablement. Donc je pense que c'est une procédure qui doit se faire préalablement et non de façon préalable. Oui, mais je l'ai signifié tout à l'heure à l'entame de mes propos. J'ai dit que ces élections 2025 revient un enjeu capital. Parce que c'est un virage assez décisif où on aura deux catégories, deux entités de la population qui iront faire un choix. Soit le choix de la continuité ou le choix de la rupture. Donc, il y a cette catégorie de personnes qui pensent que il faut changer le pouvoir parce qu'ils n'arrivent pas à avoir satisfaction en ce qui concerne un certain nombre de points dont il vient de faire mention. Et pour eux, il faut un changement de régime qui puisse impulser un nouveau dynamisme. Les gens ont soif de démocratie aujourd'hui, les populations ont soif de souveraineté, que ce soit monétaire ou politique. Les gens ont besoin de se détacher et d'exprimer naturellement et d'exprimer tout leur potentiel. Et donc, il y a cette vague de personnes-là qui certainement va assurer la rupture aux élections de 2025. Et il y a aussi cette catégorie qui pense qu'il faut reconduire le pouvoir en place qui pourrait peut-être apporter satisfaction aux populations d'un certain nombre, d'un point de vue infrastructurel, d'un point de vue économique et tout ça.
Mais nous pensons que, au-delà de tout ça, il faut permettre que ces élections-là, parce qu'il faut permettre qu'à ces élections, l'enjeu ne prenne pas le pas sur le jeu. Moi, j'évoquais la question sous l'angle plutôt du climat, du contexte de violence qu'on a connu. Voilà, j'en viens. C'est pour cela que je dis qu'il faut faire en sorte que, à ces élections-là, l'enjeu ne prenne pas le pas sur le jeu. Parce que c'est quand l'enjeu prend le pas sur le jeu, parce qu'en réalité, les élections, c'est un jeu, hein. Faut pas qu'on se mente. Voilà. Donc, quand l'enjeu prend le pas sur le jeu, c'est à ce moment qu'on assiste à tous ces travers, ce climat délétère auquel on assiste lors des élections en Côte d'Ivoire. C'est malheureux, c'est triste. Le phénomène de Bakavert et tout ça, c'est des choses qu'on ne veut plus vivre. C'est pour cela que je disais qu'il faut que la commission électorale indépendante soit une commission électorale qui rassure de par sa position. Parce que la commission électorale a un rôle primordial dans ce qui concerne le climat qui va prévaloir lors de ces élections. Si elle ne joue pas son rôle pleinement, son rôle d'arbitre, il va naturellement avoir des tensions. Mais si elle s'en tient à jouer son rôle tel que il lui est dévolu, je crois qu'on aura des élections assez apaisées. Maintenant, nous autres, en tant qu'acteurs de la société civile, le rôle que nous avons, c'est de sensibiliser au maximum nos populations à l'effet d'aller à ces élections-là de façon apaisée, de ne pas nous entredéchirer, de ne pas nous invectiver pour des hommes politiques. Parce que, quoi qu'on dise, quand ça se gâte demain, comme on le dit dans notre jargon, jargon ivoirien, quand ça se gâte, c'est nous les jeunes, là, nous les populations qui sommes dehors, en train de nous entredéchirer, en train de nous poursuivre avec des machettes. Ils sont dans les bureaux. À la limite, mais ils en rient. Pour dire que, ah, j'ai gagné. S'il y a en quelque sorte moins de personnes décédées à mon niveau, et toi tu as plus de personnes décédées. Donc c'est comme ça qu'ils font généralement les calculs. Un décompte macabre. Un décompte macabre. Merci beaucoup du thème. Donc c'est à nous de comprendre de la société civile cet état de fait là, pour que recycler davantage et que les gens comprennent que quand on va à des élections, c'est pour aller élire celui que nous estimons qui peut présider au destin de notre pays et non aller se battre ou bien aller s'entredéchirer ou se poursuivre des machettes. Oh, bon, je dirais que ce n'est pas le thème. Le thème est mal choisi, ou du moins la formulation est mal choisie. Ouais, mais je sais, mais la formulation est mal choisie. Je préfère parler de personne. Voilà, parce que mon choix s'est porté sur un soutien à un frère de la localité, en l'occurrence le maire Kaloubou Lamonti. Ce n'était pas une adhésion au RHGP. Ça, il faut que les choses soient claires. Dans tous les cas, je mets quiconque au défi de me dire que je suis, ou du moins j'ai été à un moment donné militant d'un parti politique, que ce soit de gauche ou de droite. Je n'ai jamais appartenu à un parti politique, que ce soit du FPI, que ce soit du PPAC, que ce soit du PDCI, ni du RHGP. Donc, à ce niveau-là, je suis à l'aise. J'ai plutôt accompagné un frère qui a manifesté à un moment donné sa volonté d'unir les fils et filles de la localité de Vanvoie en vue d'amorcer un développement. Politique. Oui, ça, on peut pas lui arracher cela. Mais je tiens à préciser un fait. C'est que lors de notre rencontre, lors des échanges que nous avons eus, à ce moment, il n'était pas encore militant du RHGP. Il faut que les choses soient claires. Il avait son statut d'indépendant. C'est après qu'il a annoncé son adhésion au RHGP. J'avais déjà donné, ma parole à l'accompagner et je l'ai fait. Je l'assume pleinement. Je l'ai accompagné. J'ai été conseiller municipal. Je le dis bien, j'ai été. Bon, je sais que peut-être la question me sera posée. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me retirer carrément du conseil. Mais même, je n'ai jamais été militant du RHGP. Et ça, il faut que ça soit clair pour tout le monde. C'était un partenariat. Il pouvait être un partenariat gagnant-gagnant. Il pouvait être un partenariat gagnant-perdant. Dans tous les cas, je sors de cette expérience très enrichie. Je suis encore jeune. J'ai une grande carrière bâtie. Voilà. Et donc, je crois que je me donnerai tous les moyens nécessaires en vue d'atteindre mes objectifs. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de mariage. Il n'y a eu qu'un partenariat. Un partenariat où j'ai été sollicité pour apporter mon expertise, voilà, mes idées,
en vue du développement de la localité. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que bon, je sais pas, peut-être que vous allez me poser la question, mais bon, je vais anticiper en même temps, mais c'est vrai que nous ne sommes pas ensemble parce que j'ai démissionné, bien évidemment. J'ai démissionné, et vous le savez. Donc, je me suis pris du conseil et je ne suis plus en acquaintance politiquement avec le maire Kalou Bonaventure. Bon, bon, vous savez, je vais être clair. Je vais être clair. Quand tu es dans une administration et que tu constates que le mode de fonctionnement et de gestion ne te sert plus, tu te retires carrément. Il faut avoir le courage à un moment donné de dire non, je me retire. Quand tu es dans une administration et que tu vois que le mode de fonctionnement en interne, malgré toutes tes propositions pour que les choses évoluent, ne te sert plus, tu prends la décision de te retirer carrément et simplement. C'est ce que j'ai fait. On va vous le toquer. Vous avez refusé de vous inscrire dans la vision du maire. C'est celui qui est le maire. C'est pas vous. Non, effectivement, mais j'ai été conseiller municipal. On n'a pas un conseiller municipal, c'est un maire. Le maire, pour dire la vérité, ne prend pas les décisions de façon unilatérale. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le conseil qui décide à travers des différentes propositions. Donc, si tu as une vision personnelle proche des choses en ce qui concerne le développement, tu fais des... Cette polémique, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que je ne me sentais plus à l'aise. Et j'ai constaté que le mode de fonctionnement ne me plaisait plus. Je n'arrivais pas à avoir satisfaction en ce qui concerne la gestion des choses. Donc, tout à fait normal que je me retire. Voyez-vous, quand tu es dans une administration, tu es dans un milieu où, par exemple, la jeunesse n'est pas une priorité, mais qu'elle est considérée comme une option, moi, personnellement, je ne peux pas m'inscrire dans ce système-là. Je suis quelqu'un qui, fondamentalement et naturellement, est allergique à l'injustice. Et je le répète bien, je suis fondamentalement et naturellement opposé, allergique à l'injustice. Donc, si je constate un certain nombre d'irrégularités dans la gestion ou des mépris vis-à-vis de cette entité qui, j'estime, nous apporte un soutien à un moment donné, je vais l'exprimer. Je dis que moi, héros de série, si je suis quelque part et que je constate une injustice ou une irrégularité, que j'en fais cas et que ce n'est pas pris en compte, je me retire. Donc, j'étais au cœur d'un système où j'ai constaté un certain nombre de choses, où j'ai constaté un certain nombre d'irrégularités en ce qui concerne le mode de fonctionnement et de gestion. Je me suis retiré. J'ai fait cas de la jeunesse, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que j'ai constaté que la jeunesse des Bavois n'était pas une priorité, mais plutôt une option qu'on utilisait à des fins politiques. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi j'estime, quand Dieu fait en sorte que vous arrivez à présider au destiné d'une localité ou d'un pays, il faut faire de la priorité et de la jeunesse une priorité. Parce que c'est cette entité-là qui est la plus majoritaire, qui est majoritaire. Nous parlons de plus de 70% de la population qui est majoritairement jeune. Mais quand on arrive à gérer une localité et qu'on ne fait pas de la jeunesse une priorité, et qu'on attend au soir des élections pour venir encore manipuler cette même jeunesse, et je le dis, c'est valable pour tous les cadres et élus de la ville, parce que, pour vous dire, quand on parle d'élus, certains peut-être se sentent forcément étiquetés, mais les élus, c'est global. Et récemment, un député de la ville de Bavois, qui est aussi représentant du parti au pouvoir là-bas, qui depuis son élection au poste de député, n'a jamais, je vous dis bien, pu créer des liens véritables avec sa population. Il y a des gens dans la ville de Bavois ou bien dans les villages même de la circonscription qui ne connaissent même pas les députés. Combien de fois a-t-il pris la parole à l'Assemblée nationale pour mener le débat en ce qui concerne peut-être une proposition de loi qui soit en faveur de sa population? Mais c'est aujourd'hui qu'on trouve le besoin, parce que nous sommes au soir des élections présidentielles, de réunir des mamans pêle-mêle là et certains jeunes dans sa résidence pour faire des dons, des chaises, des bâches et communiquer ici pour se donner bonne conscience et donner l'impression que nous avons une certaine proximité avec les populations. C'est ce que moi j'ai décrit. Parce que je le dis pourquoi? Parce que ce sont ces mêmes-là qui demain viendront encore manipuler notre jeunesse. Donc il faut les rendre plus nécessiteux, c'est-à-dire qu'il faut rendre notre jeunesse plus nécessiteuse et mieux les contrôler. Je suis aussi jeune, frère. L'insertion socio-professionnelle est un leurre. Et ça, vous conviendrez avec moi, allez vous renseigner.
Le président de la République a signifié lors de son discours de fin d'année en 2023 que l'année 2024 était l'année de la jeunesse. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la République. À ce titre, le porte-parole du gouvernement avait annoncé plus de 364 milliards qui allaient être mis à l'actif de la jeunesse pour favoriser l'insertion socio-professionnelle de plus de 600 000 jeunes sur l'étendue du territoire national. Quelle a été la part de la ville de Vavois? Rien. Rien. Donc, moi, de loin, en interne, quand je regardais ça, je voyais ça comme une injustice. Parce que j'estime que quand nous sommes les leaders d'une localité, il faut mettre un lobbying puissant pour pouvoir permettre l'insertion des jeunes dans notre localité. C'est ce qui va nous rendre encore plus forts et plus grands. C'est ces jeunes à demain, quand ils sont insérés, ils deviennent les leviers, les locomotives de développement de leurs différentes familles et de la localité. Mais c'est pas ce à quoi nous assistons au niveau de la ville de Vavois. Et ça, c'est écœurant. Vavois est une zone agricole qui produit le cacao, qui à un moment donné produisait pratiquement 180 tonnes par semaine. À Vavois, aujourd'hui qui se positionne comme la première localité en termes de production dans l'ACAD, est-ce que vous pouvez comprendre que cette ville n'a même pas une unité de transformation de ces produits-là? Or, si nous avons un lobbying puissant pour faire venir des investisseurs ou bien pour créer une sorte de pression sur le gouvernement pour qu'on crée des unités de transformation, ça s'est fait dans les petites localités, Bois et autres ont des unités de transformation de cacao, pourquoi pas Vavois? La NACAD, nous sommes premiers nationaux. Mais pourquoi nous n'avons pas d'unité de transformation? Mais tous ces mécanismes-là permettent aux jeunes d'avoir du travail. Donc j'estime que quand on est leader, on est porteur de vision. Si je constate qu'il n'y a pas de vision, je me retire carrément. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de me retirer, de me consacrer entièrement à la lutte citoyenne avec le mouvement Le Cri du Peuple, porter la voix des sans-voix, décrier ce genre d'injustice-là pour que les gens comprennent. Après, nos rapports demeurent fraternels, sont des rapports familiaux, des grands frères, petits frères. Le mec Kalouban, je n'ai pas de problème, il m'appelle, je décroche. Mais je vais dire une chose, c'est que politiquement, aujourd'hui, nos visions demeurent aux antipodes. Mais avant de démissionner, nos visions demeurent aux antipodes. Je reste, moi, fondamentalement attaché aux idéaux de la gauche, auxquels je crois fermement et auxquels j'ai été alerté. Je suis du côté des opprimés, du côté des plus faibles. Lui, il reste du côté de l'oppresseur. Chacun fait son choix. Oui, je l'ai signifié tout à l'heure, c'est les assises de la jeunesse. On préférait plutôt cette terminologie-là, d'assises de la jeunesse, pour éviter de créer une certaine confusion, voilà, un certain imbroglio avec ce qu'on a connu comme état général de la jeunesse ici en Côte d'Ivoire, qui en réalité a accouché d'une souris. Nous préférons les assises de la jeunesse. Pourquoi? Pour poser, mine de rien, le diagnostic du mal profond qui ronge la jeunesse. C'est un événement national, je précise, ce n'est pas un événement forcément local. Bien vrai que c'est à Vavois que ça se fait, mais nous sommes, les camarades ont décidé que ça se fasse chez moi, le leader. Voilà pourquoi vous voyez les assises de la jeunesse qui aura lieu à Vavois. Ce n'est pas les assises de la jeunesse de Vavois. C'est différent, je préfère lever tout équivoque à ce niveau-là. C'est plutôt les assises de la jeunesse, mais qui se tiendront à Vavois. Donc, comme je l'ai dit, c'est pour poser le diagnostic. La jeunesse aujourd'hui est frappée par plusieurs maux, notamment l'insertion socio-professionnelle, la manipulation politique, la consommation de la drogue. Vous savez, les phénomènes de chicha, Kadhafi et autres, tout ça, qui malheureusement créent des ravages au sein de notre jeunesse. Mais tout ça part de, je le dirais, de l'oisiveté de certains jeunes. Je l'ai dit une fois, les gens essaient plus ou moins de polémiquer sur la question, mais c'est un fait. C'est factuel, comme le dit mon cher ami Steve Biko, c'est factuel. C'est des faits qu'il faut prendre en considération. Beaucoup de jeunes aujourd'hui s'adonnent à la drogue parce que ils n'ont pas la possibilité d'être insérés. Sinon, j'estime qu'un homme qui est occupé, bon, si après, peut-être lui me prend son argent pour aller payer son truc pour consommer, ça c'est autre chose. Mais celui qui est oisif, qui consomme, est tenté de créer un climat d'insécurité. Parce que quand il va consommer, il va chercher à aller agresser pour avoir de l'argent encore pour aller acheter de la drogue. Donc le mal pour l'éradiquer, je pense bien qu'il faut régler ce premier problème-là en amont dans la question de l'insertion socio-professionnelle. Donc ce sont les questions que nous allons passer en revue, comme je l'ai dit aussi, la manipulation politique,
comment on appelle ça aussi, la délinquance juvénile. C'est des thèmes que nous allons aborder, c'est sous-thèmes. Mais d'abord, le thème lui-même, c'est la jeunesse et développement. La jeunesse et développement, acteur de changement. Voilà le thème central de ces assises-là. Jeunesse et développement, acteur de changement. À côté de cela, il y aura des sous-thèmes qui vont être animés lors d'un panel où nous avons des jeunes leaders au niveau des membres qui vont se prononcer sur les différentes thématiques dont je viens de faire cas, là, la drogue, la consommation de la drogue, la délinquance, l'insertion socio-professionnelle, la manipulation politique, et j'en passe. Monsieur Rosseri, vous parlez d'assises de la jeunesse. Vous allez voir quel est, de façon spécifique, le problème auquel est confrontée la jeunesse de Bavois. Non, mais vous me faites redire, mais... Oui, spécifiquement, vous avez parlé d'un ensemble. Oui. Mais Bavois, forcément, a un problème type. Sa jeunesse doit avoir un problème type. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Les mêmes mots qui frappent les jeunes dans certaines localités sont les mêmes mots pratiquement qui frappent les jeunes à Bavois. Voilà, c'est pratiquement les mêmes réalités, mais de façon sectorielle. Nous allons essayer d'adapter. Puisqu'il s'agit de Bavois aussi, puisque c'est là-bas l'activité à se faire. Donc, la plupart des participants seront de là-bas. Voilà, donc je crois que ce qui est récurrent là-bas, c'est ce que je vais dire, c'est la question de l'insertion socio-professionnelle. Les fonds qui sont décaissés par l'État, les jeunes ne voient rien. Ils ne sont pas associés. Je mets quiconque au défi de me dire, je le dis, je mets quiconque au défi de me dire quels sont les jeunes qui ont bénéficié des différents projets lancés par le gouvernement au niveau des Bavois. Vous n'en verrez pas, à moins qu'on ait créé des personnes fictives séances tenantes pour essayer plus ou moins de créer une communication. Sinon, il n'y en a pas. Je suis devant moi, j'écoute au quotidien les jeunes de là-bas. Tous ces projets qui sont annoncés pêle-mêle sur l'étendue du territoire, malheureusement, je ne trouve pas l'assentiment de ces populations, surtout des jeunes de la localité. Et ce qui est épeurant, c'est que nous avons le ministre de la Jeunesse qui est président du conseil régional de Haut-Sassandra. Ma prochaine question, pourtant le ministre de la Jeunesse et de l'insertion professionnelle est issu du Haut-Sassandra. Le président du conseil régional même du Haut-Sassandra. Région à laquelle appartient le département de Bavois. Ouais, mais c'est ce qui est aberrant dans tout ça. C'est un véritable contraste, je ne dis pas son nom. Et moi, je me pose même bien la question, est-ce le fait de l'inefficacité d'un lobbying de la part de nos élus? Parce que ça aussi, ça compte. Le ministre peut-être peut avoir des opportunités, mais si en tant que leader de la localité ou bien élu de la localité, tu ne sais pas aller te battre pour prendre des acquis pour ta population, ça va rester lettre morte. Donc, je me pose bien la question de savoir, est-ce que ce n'est pas du fait d'une certaine inefficacité en termes de lobbying de la part de nos élus? C'est la question que je me pose. Bon, ça peut être aussi, je ne rentre pas dans cette considération, mais j'estime que, oui, comme tu le dis aussi, ça peut être du fait aussi du ministre, parce que il est président du conseil régional, donc il doit tenir compte des besoins des populations de la région, en l'occurrence des jeunes. Commence par soi-même, tout à fait. Je voudrais vraiment dire merci à ces deux médias qui ont décidé, mine de rien, de porter ma modeste personne en ce jour-là pour réaliser cette interview. En l'occurrence, Royal TV et Ovajab TV et Info, les trois médias même, puisqu'il y a Info.net. Donc, je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour vous dire merci. Merci d'avoir porté votre choix en ce jour sur moi, sur ma modeste personne et sur l'organisation que je dirige. Le Cri du peuple dépend ma voix. Vraiment, je voudrais vous réitérer tous ces remerciements. En même temps, je veux terminer mon propos en exhortant nos populations, en exhortant aussi nos gouvernants. Nos populations, à quel niveau? Interpeller nos populations parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'orée des élections présidentielles de 2025. Nous avons fait le rêve que ces élections se déroulent dans un climat apaisé, dans un climat sans heurts. Aujourd'hui, notre souci en tant que population, c'est de ne pas nous voir au soir des résultats des élections en train de nous pourchasser, en train de nous macheter, en train de nous entretuer. Nous avons fait le rêve de voir enfin en Côte d'Ivoire des élections bien organisées où le vainqueur reconnaîtra
où le vaincu, pardon, reconnaîtra la victoire du vainqueur, où le passage de flambeau se fera sans heurts et sans difficulté, ou même celui qui a perdu appelle celui qui a gagné pour le féliciter à l'image du Sénégal. Voilà le rêve que nous caressons vivement. Et je fais cette transition aussi pour attirer l'attention aussi, et ça c'est à la population, mais aussi aux acteurs politiques. À ces acteurs politiques-là, c'est de baisser le ton. On assiste à taux d'invective ces temps-ci dans le discours politique. Ce n'est pas fait pour rassurer. Ce n'est pas fait pour décrisper l'atmosphère qui est déjà délicate, chaotique. N'en rajoutons pas. Donc, que les hommes politiques, les acteurs politiques et aussi de la société civile baissent le ton. Il faut que le discours soit un discours apaisé, un discours qui inspire confiance pour que, à ces élections-là, on assiste à un débat contradictoire, idée contre idée, pour faire prévaloir la force des idées et non la force des muscles, la force des biceps. Voilà, c'est sur ça, je voudrais vraiment vous dire merci et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.